Alors encore une fois, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous regardez ou vous écoutez cette interview. Pour nous, c'est toujours une grâce, toujours un honneur de pouvoir vous servir, de pouvoir d'une manière ou d'une autre contribuer à cette culture, toujours dans l'optique d'apporter notre pierre à l'édifice, avec cet esprit, le même esprit du mieux qu'on a pu avec le peu qu'on a eu. Alors, aujourd'hui, on va recevoir pour vous l'artiste musicien Joki Moon. Après la sortie de son album, du moins la première partie de son album Bleu, on va essayer de décortiquer un peu l'album. Ça va se passer un peu à la question pour un champion. On va poser des questions, il va répondre aux questions. Et tout ça va nous donner un autre, ou du moins un billet de compréhension par rapport à son projet. Alors, vous avez sûrement reconnu la voix, c'est votre humble et fidèle serviteur Kiyotaka. On se retrouve après ces génériques de fortune pour entrer dans le vif du sujet. De retour sur ce plateau, déjà bonjour Joki Moon, merci à toi d'avoir répondu à notre invitation parce que ça fait quand même un moment qu'on essaye de se capter, histoire d'avoir cette interview. On a essayé de le faire avec les projets précédents, notamment Bleu et Synesthésie, mais faute de logistique et de temps, on n'a pas pu le faire. C'est un plaisir pour nous de te recevoir enfin. Alors on va entrer direct dans le vif du sujet. Déjà, peux-tu te présenter pour ceux qui t'écoutent pour la première fois, pour ceux qui font aujourd'hui ta connaissance? Qui est Joki Moon? Alors bonjour à toi Nakama, merci de me recevoir, c'est toujours un honneur aussi d'avoir l'occasion encore une fois de parler de ma musique, de parler voilà, d'être dans un cadre comme ça. Alors pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Joki Moon, artiste musicien, à l'état civil c'est Etienne Nukomam Pindu. Je suis l'aîné d'une famille l'aîné et les fils uniques d'une famille de 6 enfants. Voilà, je suis artiste musicien, je suis manager, je suis directeur artistique, je suis aussi communicant, je suis dans la communication. Souvent on me demande comment je fais pour gérer tout ça, pour être acteur dans tous ces rôles-là. Bah pour moi c'est un peu comme la Trinité avec Dieu. Tu vois, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un seul être, mais avec des attributs et des fonctionnalités différentes. Bah, c'est pareil, c'est le même corps, mais avec des attributs et des fonctionnalités différentes. Donc voilà, c'est un peu ça, en gros, Joki Moon. Magnifique, magnifique. Alors pour commencer, pourquoi une interview audio et une communication assez minimaliste quand même autour de ton premier album? J'ai comme l'impression que et c'est même pas vraiment une impression, qu'en termes de création de contenu, j'y arrive, autour de l'album, t'en as pas fait beaucoup, comparativement à tes projets précédents. On a l'habitude de te voir avec beaucoup de créativité, bien sûr, avec beaucoup de création de contenu autour de ton projet. Pourquoi, pour cette fois, il y en a si peu autour du projet? Si peu autour du projet. Bon, en même temps, je comprends ce que tu dis quand tu parles de création de contenu. Là encore, c'est un autre sujet en vrai de vrai. Mais pour ce projet-ci, j'ai voulu laisser la musique parler. J'ai voulu me concentrer exclusivement sur la musique. Ça fait quand même longtemps que j'utilise ce projet. Ça va faire 2 ans, je pense, depuis 2024 que je l'utilise. Et je pense avoir communiqué assez autour du projet. Visuellement, non. Parce que effectivement, je voulais qu'on reste focus sur la musicalité. Et puis au-delà de ça, l'interview audio. Parce que bon, on aurait pu le faire visuellement. Mais on va dire que j'ai pas encore fini la transformation que je fais sur moi. La transformation physique sur laquelle je travaille sur moi. Je suis pas encore prêt à me montrer. Et voilà. Mais une fois que ça sera bon, je pense que la prochaine fois que j'aurai une interview, c'est bon, ça sera un concept visuel
parce que j'aime je reste quand même attaché à ça, surtout que je travaille avec une très belle équipe, notamment Ongava, Nocif Design pour ça, donc je reste attaché à ça. C'est juste que, bon, on va dire que, premièrement, je voulais laisser la musique parler elle-même, et deuxièmement, j'ai pas encore fini la transformation physique que j'opère sur moi-même. C'est juste ça. Alors, très, très, très intéressant. Tu me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Pourquoi avoir appelé l'album Bleu? Et cet album, c'est un album que tu utilises depuis bientôt 2 ans, je crois, si je ne m'abuse. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant, cette année, en 2026? On va pas divulguer la date parce que tu tiens à ce que ça reste une surprise, mais pourquoi en 2026? Et pourquoi l'album sort maintenant? Et pourquoi le titre Bleu? Très belle question d'ailleurs. Le titre s'appelle Bleu parce que dans ma manière de concevoir la musique, je conçois la musique de manière synesthésiste. Je sais pas si ça se dit, mais tout ça pour dire que dans mon esprit, c'est de la synesthésie au fait. Et la synesthésie, c'est tout simplement un mélange de sens. Tu vois, c'est un mélange de sens. Dans ma manière de concevoir la musique, les sons ont des couleurs, les sons ont une texture, les sons tu vois, c'est vraiment particulier, tu vois. Pour moi, les émotions ont une couleur, une certaine manière de se manifester à moi. Et cet album, c'est un album hyper personnel avec beaucoup d'émotions dedans. Quand j'écrivais ce projet, pour moi, c'est bleu. Ça apparaissait à mon esprit avec cette couleur-là, tu vois. C'est vraiment particulier parce que quand j'écris, je vois des couleurs, je sens des textures, je sens des odeurs, tu vois. Et c'est ma manière de canaliser la chose et c'est ma manière de... En fait, je pense que tous mes albums auront de nom des couleurs. Et c'est ma manière de concevoir la musique, au fait. C'est pour ça que je l'ai appelé Bleu. Parce que les émotions que je véhicule, les émotions que j'ai voulu capturer même dans cet album, ont cette couleur-là. Je peux pas transmettre la texture, je peux pas transmettre l'odeur. Par contre, la couleur, je pouvais. Alors, j'ai appelé ça Bleu. C'est surtout par rapport à ça. Et l'album, il sort maintenant parce que j'estime que avec les 3 EP précédents, j'ai préparé le terrain. En réalité, cet album, c'est le premier projet de ma carrière solo. Le premier projet que j'ai fait avant Maïeutique, avant Synesthésie, avant tout ça, bah, c'est Bleu, tu vois. Mais à l'écoute de Bleu, je me rendais compte que c'était quand même assez deep, tu vois. Et j'avais besoin de préparer un peu mon auditoire à non seulement écouter, mais comprendre aussi de quoi il s'agit. Donc les 3 premiers projets m'ont permis d'éduquer mon public, si tu veux, et d'affiner l'oreille de mon audience. Et aujourd'hui, j'estime que une personne qui a écouté Maïeutique, une personne qui a écouté Presque Bleu et qui a écouté Synesthésie, est en mesure d'écouter Bleu et au-delà d'écouter, de comprendre réellement de quoi je parle, parce que pour moi c'est important. J'aime pas, c'est un peu faire de la caricature, mais je suis un artiste à texte et pour moi c'est important qu'on comprenne mes textes, qu'on comprenne ce que je dis, quoi, qu'on comprenne mon univers, parce qu'il peut sembler complexe. Et donc voilà, c'est pour tout ça. Ok, on comprend. On comprend. Comment tu fais pour gérer ta carrière en indé? Indé, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont pas habituels au terme, indé, ça veut dire indépendant. C'est-à-dire que tu es ton producteur, tu es ton directeur artistique, tu es aussi ton communicateur, c'est ça? En vrai, pour moi, c'est simple. Tu vois, c'est comme je le dis en introduction. Pour moi, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en vrai. Et je pense même que je suis pas le genre d'artiste fait pour travailler avec Major, en fait. Je ne pourrais simplement pas.
j'ai besoin, c'est pas une envie, c'est un besoin d'avoir un contrôle total sur tous les aspects de ma musique, sur mon image, sur ma communication. C'est pour ça aussi que je m'arrange à faire des interviews quand je poste sur ma chaîne YouTube. J'ai ce besoin d'être mon propre médium. Nous sommes dans un monde où on peut te faire dire des choses qui ne vont pas avec tes valeurs, qui ne vont pas avec tes principes. Pour moi, ce que je dis, c'est important. Comment je le dis, c'est important. J'ai ce besoin de communiquer, de maîtriser ma communication. J'ai ce besoin de maîtriser ma musique, le message véhiculé dans ma musique. Alors, c'est juste naturel, au fait. C'est naturel, bien évidemment, ça a un coût parce que, bon, tout est fait de ma poche et je ne suis pas aisé et je n'ai pas de producteur. Je m'autoproduis. Je crois qu'on est dans le même état d'esprit, hein, du mieux qu'on a pu, du mieux qu'on a eu, du peu qu'on a eu, du mieux qu'on a pu. C'est un peu ça la mentalité. C'est tout est fait maison avec justement le besoin de maîtriser tout ça et de produire quand même quelque chose de qualitatif, tu vois. Je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. Et même, ça c'est un conseil que je donne aux jeunes artistes, même avec les majors par exemple, aujourd'hui on ne peut pas te signer si tu ne peux rien faire seul. Alors, déjà, apprends à faire quelque chose, apprends à montrer ce que tu peux proposer seul. Et puis on va voir si on peut t'accompagner, mais déjà, il faut que tu sois dans une posture où tu peux faire quelque chose seul. Et moi, ça a toujours été ma mentalité, j'ai toujours été dans ça, dans cette mentalité on se débrouille avec ce qu'on a, c'est toujours la musique fait maison. Je pense que ça sera toujours la musique fait maison. S'il y a des gens qui nous accompagnent, ça serait cool en distribution, en édition par exemple, mais je ne me vois pas signer en artiste parce que je ne suis pas dans cette DA, simplement. Permets-moi d'entrer un peu plus dans l'album. Tu commences l'album avec cette phrase: je crois pas que j'y vivrai longtemps, c'est que j'ai fait m'épuise trop. Drôle. Drôle de façon d'ouvrir un album. Et moi, ça m'a poussé à me questionner énormément. C'est quoi ce que tu fais qui t'épuise trop? Et c'est pas la première fois que tu parles de mort, ou au moins que tu évoques la mort dans tes projets. J'aimerais savoir quel est ton rapport avec la mort. Et quand tu parles de mort ici, de quelle mort s'agit-il? La mort de l'artiste ou de l'humain derrière l'artiste? Je crois pas que j'irai longtemps, ce que j'ai fait m'épuise trop. Faut savoir que ce morceau-là, comme tout le morceau de l'album, je l'ai écrit en 2024. C'est une période de ma vie assez particulière. C'est une période de ma vie vraiment assez particulière. Et à ce moment-là, j'ai pas vraiment peur de mourir, tu vois. En fait, c'est un truc qui n'a pas changé. Et aujourd'hui non plus, j'ai pas peur de mourir. On va dire que à cette époque-là, j'ai pas non plus envie de vivre, tu vois. Et quand je dis ce que je fais m'épuise trop, c'est tout, en fait. Parce que pour moi, artiste, musicien, c'est pas qu'un métier, c'est une vocation, c'est un appel, tu vois. C'est un peu comme prophète ou comme pasteur ou comme évangéliste. Pour moi, c'est une vocation, c'est un appel. Et je suis dans une phase où cet appel me pèse énormément, tu vois. Et travailler, écrire, composer, et composer pour les autres aussi, parce que j'écris pour les autres, j'accompagne d'autres artistes dans la communication, dans la direction artistique. Quelque chose que j'aime énormément, mais c'est quelque chose qui me pèse, parce que ça me consomme énormément en énergie, tu vois. Et je me rends compte que ça réduit mon espérance de vie, tu vois. Et c'est un peu comme une sorte de prière où je dis à Dieu, je crois pas que j'y vivrai longtemps parce que ce que j'ai fait, ça m'épuise trop. Essaye de m'alléger la tâche, tu vois. Et c'est dans cette optique que j'écris cette phrase, dans une période où c'était pas trop ça, quoi. J'étais pas très aligné avec moi-même. Et aujourd'hui, je vois les choses beaucoup différemment. J'ai toujours pas peur de mourir, mais aujourd'hui, j'ai envie de vivre parce que je me suis rendu compte qu'en fait,
Pour ma part, hein, j'espère que cette phrase a résonné avec plusieurs personnes aussi. On n'a pas envie de mourir, on a juste besoin de vivre mieux. Et parfois, on confond ça. J'ai écrit dans un autre titre qui va sortir dans la suite, dans la deuxième partie de Bleu. Parfois, on pense qu'on veut mourir, mais en fait, non, on veut juste vivre mieux. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas exprimer et qu'on confond avec le besoin de mourir, en fait, tu vois. Et j'étais dans celle-là. J'étais dans cette réflexion-là, dans ces réflexions-là, parce que bon, ça, c'est Ike Zongi, tu vois. Et c'est dans ça que j'ai écrit cette phrase. Parce que ce que j'ai fait, ça épuise. Cet appel pèse. Aujourd'hui, avec du recul, ça continue à peser, mais c'est plus comme avant. J'ai pu trouver un équilibre. Et j'ai beaucoup plus de raisons de m'accrocher à cette vie. J'ai dit m'accrocher parce que il y a des jours où c'est assez pénible quand même, tu vois. Mais on est là et on continue. Mais c'est une très belle phrase, qui est remplie d'images, J'aime bien. Et mon rapport avec ta mort, c'est que voilà, j'ai toujours le même. J'ai toujours pas peur de mourir, mais simplement aujourd'hui, je suis dans le sofa. J'aimerais vivre le plus jeune, mais le plus tard possible. Mais toujours jeune, tu vois, toujours dans la mentalité, tu vois. Mais c'est un peu ça. Très intéressant. En fait, tu fais beaucoup trop de références bibliques dans ta musique, et même là en interview, ça fait un moment que tu nous parles de Dieu, que tu fais des corrélations avec les histoires de la Bible notamment. Alors on a vraiment pris le soin d'examiner tes textes, hein. On se rend compte que tu fais beaucoup référence dans ce projet, tu fais beaucoup référence à la Bible, mais notamment à un personnage. Mais avant de parler de ces personnages, j'aimerais te poser la question, est-ce que on aurait tort de te classer parmi les artistes gospel, ou du moins de classer ce projet-ci dans la catégorie projet gospel? Alors, est-ce qu'on aurait tort de me mettre dans la catégorie artiste gospel? Je vais te dire clairement, hein, les classements, les trucs, je suis pas dans ça, personnellement. Je pense que la musique, c'est quelque chose de très subjectif. Bien évidemment, le côté objectif, tu vois. Mais la musique est très subjective, tu vois. Et je pense que chacun écoute la musique. Chacun écoute et ressent ce qu'il ressent dans la musique, tu vois. Si quelqu'un m'écoute et qu'il ressent un côté, je veux même pas dire gospel, mais si il sent qu'il y a, je parle des dieux, ou il y a une sorte de spiritualité, tant mieux. Si ma musique l'aide à se rapprocher de Dieu ou d'une forme de divinité, tant mieux. Est-ce que c'est le but pour moi? Est-ce que c'est pour ça que moi j'écris? Moi j'écris pour me sentir bien. J'écris pour encore une fois créer ma fusion à mon Dieu, parce qu'effectivement il m'arrive beaucoup de parler des dieux, de parler de ma relation avec Dieu, mais ce n'est pas dans un contexte religieux. C'est comme quand on est amoureux de sa femme, ou quand on est amoureux de la femme ou de la jante féminine et qu'on décide de faire de chansons dessus. C'est pareil, je parle beaucoup des dieux parce que je suis amoureux des dieux. Je suis un amoureux des dieux. J'aime cet être. Et je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, au fait. C'est comme un enfant, tu vois, vraiment enfant petit qui s'empêche de parler de son papa ou de sa maman. C'est impossible. C'est comme un nouveau écolier qui s'empêche de parler de maman maîtresse ou de son monsieur. C'est impossible. Je suis dans celle-là. C'est simplement que j'aime tellement Dieu que je peux pas m'empêcher de parler de Dieu. Ça vient comme ça, mais il n'y a pas de calcul derrière de me dire est-ce qu'ils vont penser que je suis un artiste gospel. Je t'avoue que je réfléchis pas dans ces sens-là, et puis ça m'intéresse pas tant que ça, les classements. Où est-ce qu'on me met, je sais pas. Je fais du rap. Ce que je sais, c'est que je fais du rap, je fais de la musique, et pour le reste, où est-ce qu'on me classe, ça ne me regarde pas vraiment, hein. Ça c'est vraiment subjectif, quoi. Ok. Donc je disais, tu fais beaucoup référence à un personnage biblique.
on a vraiment pris le temps d'analyser les textes. Là, pour le coup, je sais pas si on est réellement dans le vrai, mais dans l'intro, tu dis mes auditeurs vont être, j'ai un lit, une table, un siège, un cendrier, 7 fois. Mes auditeurs vont éternuer 7 fois. Et encore, je ne sais plus exactement dans quel morceau, tu parles encore une fois de Élie. Alors, cette première phrase est une référence au prophète Élie quand il devait ressusciter l'enfant mort de la femme. Et on se rend compte que il y a quand même beaucoup ça revient plusieurs fois où tu parles du prophète Élie, où tu fais même une sorte de corrélation entre toi et le prophète Élie. Alors, c'est quoi? C'est l'un de tes personnages bibliques préférés? Pourquoi il revient autant de fois dans le projet? C'est quoi Tu peux nous expliquer? Je sais pas. Explique-nous. Ouais, non, mais le travail, il a été bien fait, c'est cool. Et effectivement, j'ai fait beaucoup référence à Élie, le prophète, parce que je suis pas un très grand lecteur de la Bible. Je suis plutôt un grand auditeur. J'écoute énormément des prédications, énormément de podcasts, énormément d'interviews, énormément de musique. Je pense que j'écoute plus que je ne lis. Et dans plusieurs prédications, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de similitudes avec ces personnages, notamment le chiffre 7, qui est un chiffre qui a une grande symbolique chez moi. C'est pour ça que le projet, il est divisé en 2 parties de 7 titres chacun. La deuxième partie aussi aura 7 titres. Et Élie, c'est quelqu'un qui a beaucoup marché avec les chiffres 7. Tu sais, il y a cette histoire de la femme, de l'enfant qu'il ressuscite. Et l'enfant éternue 7 fois. Il y a aussi 7 fois où il prie pour qu'il pleuve. La Bible dit qu'il a croisé son front et ses genoux 7 fois. C'est la 7e fois qu'il y a eu un nuage avec la forme d'une main. C'est quelqu'un qui a beaucoup évolué dans les chiffres 7, tu vois. Et il a fait 7 miracles, je crois. Et en examinant sa vie, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes à la mienne, et je me suis naturellement identifié à ce personnage-là. Mais au-delà de ça, tu sais, on parle beaucoup d'Élie comme étant ce prophète dont Dieu a envoyé un char de feu pour venir le prendre. Mais ça rentre aussi avec ce que je disais, ce pourquoi je commençais. Même la première phrase de l'album, c'est encore une référence à Élie. Tu sais, quand je dis je crois pas que je vivrai longtemps ce que j'ai fait m'épuise trop, quand on fait attention à Élie, on voit autre chose que ces prophètes remplis de miracles pour qui on envoie des chars de feu, on se rend compte aussi que c'est quelqu'un qui était très déprimé, Élie, et quelqu'un qui finalement je vais le dire comme ça, mais a abandonné un peu. Parce que le fait de l'enlèvement de Élie, c'est parce que Élie était fatigué. Et dans un projet dans un titre qui est sur la suite, et je dis, parfois même pour Dieu, c'est plus facile d'envoyer un char de feu que de réparer une âme brisée. Parce que Élie, son âme était brisée au final. Quand on fait attention, on se rend compte qu'il n'a pas été enlevé par joie. C'est différent d'Enoch. Tu vois? Élie, c'est parce qu'il n'en pouvait plus. Et de nombreuses fois, je me suis retrouvé dans une posture comme ça. Et ça peut paraître prétentieux, mais je me dis, j'aimerais réussir là où Élie n'a pas pu réussir. J'aimerais aller au bout de la chose. J'aimerais partir. Un peu comme Paul, en finissant la course, tu vois, Paul dit j'ai combattu des bons combats. C'est ce que j'ai dit un peu dans Image, tu vois. Image, c'est le refrain d'Image, c'est un peu une projection de ce que j'explique là, c'est que j'espère que je pourrai finir la course, et voilà. C'est un peu ça le truc avec Élie. C'est un peu ça, voilà. Et
Je comprends tout à fait, je comprends. Tu parles beaucoup de ta femme. C'est particulier. Tu ne parles pas de la femme, tu parles de ta femme. Pourtant, à ma connaissance, Joo Ki-moon n'est pas marié. Alors, c'est quoi le contexte autour de... Tu parles vraiment d'elle comme si elle était déjà là, comme si elle existait. Pourtant, à ma connaissance, Joo Ki-moon n'est pas marié, je crois. Donc ça m'a attiré, ça a piqué ma curiosité. Et même au premier abord, on se rend pas compte quand on écoute l'album, mais en filigrane, c'est quelque chose qui revient énormément. Ton rapport à ta femme. Peux-tu nous expliquer un peu plus en détail de quoi s'agit-il vraiment? Je sens que tu as vraiment travaillé sur le projet. Effectivement, je parle de ma femme, pas forcément de la femme, pas de la jante féminine, même si parler de ma femme, c'est un peu parler de la jante féminine de manière indirecte. Mais tout ça pour dire que la cover de mon projet, déjà on dit long sur le projet. Sur la cover, il y a mon grand-père, et mon grand-père, c'est mon homo. Non, je suis l'homo. Je suis l'homo de mon grand-père. Mon grand-père, c'est un homme grand. J'ai quand même eu la chance de le côtoyer jusqu'à mes 6 ans. J'ai encore des souvenirs de lui, et je parle souvent de lui. Non, mon père me parle souvent de lui, et des échanges qui en ressortent avec mon père. C'est un homme grand, un homme intelligent, un homme que j'aurais voulu connaître beaucoup plus. J'aurais voulu avoir le temps de connaître beaucoup plus. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et c'est pas anodin que cette cover-là soit dans la cover de l'album. Mon grand-père juste derrière moi, à ma droite. C'est une photo que j'ai demandé à Nocif de réactualiser un peu. Bref. Cet homme était polygame. Mon grand-père était polygame. Et c'est l'une des choses, quand j'essaie d'étudier sa vie, parce que j'étudie beaucoup de sa vie, un peu comme quand j'étudie la vie du prophète Élie, je me rends compte que le choix de la femme, de sa femme comme partenaire, c'est quelque chose qui a beaucoup modifié sa destinée. Et c'est quelque chose qui modifie beaucoup la destinée des hommes. La personne que vous prenez comme partenaire, les personnes déjà globalement que vous prenez comme partenaire modifient énormément votre destinée. Mais encore plus la femme ou l'homme de votre vie, parce que c'est particulier. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange campe autour. L'ange ne campe pas à l'intérieur. Pourtant, la femme ou l'homme, c'est quelqu'un avec qui tu le dis ton âme. Donc, même l'ange de l'Éternel ne peut rien. Quand tu as fait un mauvais choix, c'est compliqué, quoi, tu vois. Et loin de moi l'idée de dire qu'il a fait un mauvais choix. Mais j'essaie d'examiner sa vie, j'essaie de voir les similitudes qu'il a. Encore une fois, ça, un peu comme avec Élie, j'essaie de voir les similitudes qu'il y a à ma vie, et je me rends compte que le choix de ma femme, c'est un choix capital, c'est quelque chose d'important. C'est comme ça que je dis je crois que c'est dans Olam, je dis, je dois me retrouver pour retrouver ma femme, parce que pour moi c'est important. Et on dit, on attire que ce qu'on est. Alors je commence par travailler sur moi, et ensuite j'espère attirer la bonne personne pour moi, et j'espère aussi que je attirer la bonne personne pour cette femme-là. Parce que pour moi, je sais que cette femme, elle est importante pour la destinée, pour le devenir de Joo Ki-moon, pour le devenir de Tien. Et c'est quelque chose sur lequel je suis très attentif. Je n'accorde pas l'erreur. Cette erreur-là, je me le permettrai pas. Alors, je suis très regardant. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un et ça évolue plutôt bien. Et je suis un peu dans Necfeu. Quand il me dit que j'aimerais que ma dernière copine soit ma dernière copine, je suis un peu dans celle-là. Mais voilà quoi. C'est surtout ça le pourquoi du comment je parle autant de cette femme. C'est plus cet être qui a la capacité de modifier ma destinée, quoi. Et donc je peux pas jouer avec le choix de
de qui je prends à côté de moi. Voilà, c'est un peu ça, un peu comme Samson avec Delilah ou comme tous ces grands hommes avec toute... On fait pas de ceux qui pensent que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Je pense qu'à côté, parce que on grandit ensemble, tu vois. À côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Et c'est important de savoir qui on met à côté de soi. C'est surtout ça, la réflexion derrière tout ça là. Je comprends pourquoi c'est cette cover, cette magnifique cover faite par Nocif. C'est une photo de toi avec ton grand-père. On comprend pourquoi le grand-père sur la photo. C'est magnifique. On comprend effectivement qu'il y a tout un univers autour de l'album. Et effectivement, c'est un album et pas un EP. Parce que moi, je me posais encore la question, mais même au niveau de track, bon, c'est 7 tracks. Ça aurait encore pu être un autre EP. Mais tu as décidé de l'appeler album. Et bien sûr, il y a 2 parties. Il y a la deuxième partie qui arrive. Mais déjà, avec cette partie, on comprend pourquoi album. Et on comprend qu'effectivement, c'est tout un univers autour. Et ça fait plaisir. Merci de nous faire entrer dans cet univers-là. Et je pense que c'est moi mes questions en tant qu'auditeur. Sur cet album, on retrouve 3 feats seulement. Je veux savoir c'est quoi les critères, pourquoi t'as invité Noémie, Pin Provi et Nocif. Pourquoi pas d'autres artistes, sachant que t'es quelqu'un qui est très connecté avec des autres artistes. T'es quelqu'un qui a la facilité même musicalement, t'as la facilité de te connecter aux autres. Mais pourquoi ces 3-là, 3 qui, je sais, sont des gens humainement déjà qui sont proches de toi. Pourquoi le choix d'avoir invité que ces 3 personnes? Ok. Bah, comme tu l'as dit ou comme on vient de parler là, et même quand t'écoutes, tu vas te rendre compte que l'album, il est quand même hyper personnel, tu vois. Et en fait, faut que tu saches que tous les sons étaient déjà finis. Genre, j'avais déjà tout écrit. Tout, même le refrain d'Anzigo, le refrain avec Noémie, le refrain, la gimmick avec Pin, et même le début de couplet de Pin, je crois, la partie en français. Tout était déjà écrit. Anzigo, j'avais même déjà enregistré. Anzigo et VG, j'avais aussi enregistré. Mais après, quand j'écoutais, je me rendais compte que ça manquait un peu de relief. Parce que artistiquement, je voulais faire un projet quand même éclectique au niveau de la musicalité, au niveau des prods, tout ça, tu vois, il y a du rap, de la boom bap, il y a de la trap, il y a une sorte de rock alternative, il y a de la lo-fi, tu vois. Je le voulais vraiment éclectique, mais dans la thématique, je voulais un truc homogène, tu vois. Et thématiquement, dans l'écriture, tout y était, mais j'avais encore besoin de ce truc éclectique, tu vois, un truc. Et quand j'ai écouté les sons, je me suis rendu compte que ça manquait un peu de relief, tu vois. Alors j'avais besoin étant donné que je travaille avec Nocif, j'ai déjà travaillé avec Pin, déjà travaillé avec Noémie, je savais exactement ce que eux pouvaient m'apporter. Et j'ai aussi du mal ma musique, je suis égocentrique quand même. C'est une musique qui tourne beaucoup autour de moi. Très personnelle. Et j'ai donc du mal à collaborer avec des gens que je ne connais pas humainement sur mes projets. Tu vois. Je peux facilement me faire inviter. Du mal à inviter des gens avec qui je ne connecte pas humainement. Alors, humainement, ces gens-là sont des merveilleuses personnes, que ce soit Noémie, que ce soit Pin, que ce soit Nocif, à qui je fais des gros SO. Ce sont des gens merveilleux, avec qui j'adore passer du temps. Je crois maintenant on a un peu trop grandi. On se voit de moins en moins, mais à chaque fois qu'on a l'occasion de se voir, je passe un bon moment. Mais artistiquement aussi, je savais ce qu'ils pouvaient apporter. Alors je les ai invités comme ça. Et quand je goûte les résultats, je me rends compte que effectivement, j'ai eu raison d'appeler ces gens. Ils ont ramené ce que je pouvais pas. Il y a la mélodie, il y a l'interprétation Nocif. Carrément, lui, il a modifié la top line parce que la top line de base, c'était pas celle-là. Dans son interprétation, dans sa manière de poser, il y a des émotions
notamment ce que Noémie a rapporté, que j'avais pas la capacité d'apporter ça sur le projet, sur cette chanson, et elle me l'a servi. Finn pareil. Donc c'est surtout pour ça que voilà, j'ai fait appel à eux et à pas d'autres artistes. Alors on est arrivé à la fin de cette interview, c'est passé vite. Ouais, c'est passé vite. En vrai, il y avait beaucoup de questions, mais dans tes réponses, t'as répondu aux questions que je voulais déjà poser, mais bon, c'est pas grave. Alors, un mot de la fin pour clôturer cette interview. Ok. Déjà, merci à toi de m'avoir encore une fois consacré du temps. Ça me fait plaisir et ça me touche énormément. Donc, je pense que l'interview va sortir un peu avant l'album. Mais quand ceux qui vont écouter l'interview après l'album, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez partager autour de vous. Cet album, c'est une partie de moi. Je me sens soulagé, je me sens libéré d'un fardeau. Je suis extrêmement content de l'avoir conçu, de l'avoir sorti. J'espère que ça va parler à quelqu'un qui est dans une situation qui voilà, les émotions. J'espère que ça va parler à quelqu'un vraiment, parce que cet album c'est vraiment moi, c'est vraiment ma vie. Je suis plus totalement dans ça, mais j'espère je sais qu'il y a encore des gens qui vivent des moments comme ça. J'espère que ça va être un réconfort. Nekfeu dit, je sais ce que ça fait d'écouter du rap et se sentir compris. Et c'est le sentiment que j'espère provoquer avec cet album. J'espère que ceux qui vont écouter, qui sont dans ça, vont se reconnaître, se sentir compris. Parce que parfois, on peut avoir l'impression qu'on est fou, personne ne nous comprend, qu'on vit des trucs compliqués, non, on n'est pas le premier. Et puis on n'est pas fou, il y a des gens quelque part qui ont vécu ça, qui vivent encore ça. Et tu vas t'en sortir, quoi. Et, pour ma part, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a permis de... Voilà, quoi. Tu vois. Et c'est pour ça que j'appelle ma musique la musique du ressenti. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un mélange d'émotions que je transforme en texte, tout en espérant que ça entre en résonance avec ceux qui vont écouter ça. Donc voilà, écoutez massivement, c'est un bon projet, partagez autour de vous. Et j'espère qu'on se retrouve prochainement pour les prochains contenus, comme Kiyotaka le dit. Parce qu'il y a des choses qui arrivent encore. Je ferai aucun clip. On va clipper aucun son sur le projet. On va clipper des sons sur la deuxième partie, mais sur la première partie, on va faire aucun clip. Donc, consommez, écoutez. Bien évidemment, il y aura des interviews, ça c'est clair. C'est un exercice que j'aime énormément. Mais sinon, voilà, c'est ça le mot de la fin. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci à vous d'écouter. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à mon gars sur Nocif. Et toutes les bonnes choses à vous. Merci à vous. Merci à Jokimun d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir accordé de votre temps. Le projet sera disponible. Je sais pas quand est-ce que cette interview sort. Je sais pas quand l'interview sera disponible. Est-ce que le projet sera déjà disponible? Si le projet est déjà disponible, faites tourner, partagez. C'est un très bon projet. Nous, on a fait notre part. On espère que vous avez aimé et que vous aimerez. Et que vous aimerez aussi partager autour de vous. Merci à vous.